15h au Caire. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure du journal de la chaîne 2 de la télévision égyptienne. On commence tout de suite par les principaux titres de l'actualité. Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aux célébrations du 80e anniversaire du jour de la victoire à Moscou à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Il est prévu que le président el-Sisi tiendra lors de sa visite à la capitale russe un entretien bilatéral avec le président Poutine. Le président el-Sisi participera également à un dîner offert par M. Poutine au président et chef d'État participant aux célébrations. Les présidents des délégations participantes se sont dirigés vers le mémorial du tombeau du soldat inconnu du parc d'Alexandre Vicky. Le président el-Sisi et les chefs d'État participant aux célébrations ont mis des gerbes, des fleurs sur le tombeau du soldat inconnu. Une photo commémorative a été prise aux chefs d'État participants. Des unités des forces armées égyptiennes ont participé aux célébrations du 80e anniversaire du jour de la victoire à Moscou. Des soldats de 13 pays ont pris part au grand défilé militaire qui a eu lieu sur la scène d'Al-Hamra, parmi lesquels des forces de la Chine, du Vietnam et de la Birmanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à Moscou à un banquet de dîner organisé par le président russe Vladimir Poutine à l'intention des présidents des délégations étrangères qui prennent part aux célébrations du jour de la victoire. Il est à rappeler que le président est arrivé jeudi matin à la capitale russe, Moscou, pour prendre part aux célébrations à l'invitation du président russe Vladimir Poutine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité sa sainteté, le pape Léon XIV, d'être élu le pape du Vatican. Il lui a adressé ses meilleurs vœux pour son élection et lui a souhaité tout le succès dans son chemin béni. Le président el-Sisi a déclaré qu'il a pleinement confiance en sa sainteté de continuer sur la voie de l'établissement de la paix et de l'amour en adhérant aux valeurs et à la morale noble et en rejetant la violence, la haine et les guerres. El-Sisi a exprimé sa joie de travailler avec le pape pour un monde où aura lieu la paix, le développement, la stabilité, la tolérance et le respect mutuel. L'Américain Robert Francis Prévost, devenu jeudi à 69 ans le premier pape américain de l'histoire sous le nom de Léon XIV, célèbre ce vendredi une messe dans la chapelle Sixtine avant une série de rendez-vous lors desquels ses paroles et ses gestes seront scrutés. Plus de détails dans ce commentaire. À 9h GMT, ce pasteur augustinien, féru d'histoire chrétienne et de mathématiques, célébrera une messe privée avec les cardinaux, retransmise par les médias du Vatican, au cours de laquelle il prononcera sa première homélie en tant que pape, très attendue. Lors de sa première apparition devant une foule en liesse, place Saint-Pierre, Léon XIV s'est adressé aux plus de 1,4 milliard de catholiques. Je cite « Que la paix soit avec tous », ont été ses premiers mots dans un italien teinté d'accent américain. Merci au pape François, décédé le 21 avril à 88 ans, a-t-il aussi lancé, très ému, remerciant ses collègues cardinaux de l'avoir élu. Fidèles et touristes ont salué avec un tonnerre d'applaudissements son apparition sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, tandis que les cloches sonnaient à toute volée un peu plus d'une heure après que la fumée blanche fut sortie de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. C'est le cardinal protodiacre, le français Dominique Mamberti, qui a prononcé la célèbre formule « Habemus Papam »
où nous avons un pape et a présenté le successeur de François près de 24 heures après le début du conclave dans la chapelle Sixtine. Du Liban à l'Espagne, en passant par l'Italie, l'Union européenne ou Israël, les réactions internationales se sont multipliées dès l'annonce de son élection. Donald Trump a félicité le nouveau pape, parlant d'un grand honneur pour les États-Unis, tandis que le président français Emmanuel Macron a plaidé pour que le nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit espérer que le Vatican continuera à soutenir moralement et spirituellement Kiev, et Vladimir Poutine s'est dit certain qu'une coopération constructive se poursuivra entre la Russie et le Vatican. Les États-Unis ont indiqué qu'une nouvelle fondation serait prochainement chargée de la gestion de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ce territoire sous blocus israélien est dévasté par la guerre. La porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, a déclaré à la presse que Washington salue les initiatives visant à acheminer rapidement l'aide alimentaire urgente à Gaza, de manière à ce que l'aide alimentaire parvienne effectivement à ceux à qui elle est destinée. La porte-parole du département d'État a ajouté que cette fondation ferait une annonce prochainement sans fournir d'autres précisions. Depuis le 2 mars et la reprise de l'offensive israélienne, aucune aide humanitaire n'est autorisée à entrer dans le territoire palestinien où vivent 2,4 millions de personnes. Les autorités israéliennes affirment que le blocus vise à contraindre le Hamas à libérer les otages toujours retenus à Gaza. Une délégation du Hamas a eu des discussions en vue d'une trêve à Gaza mercredi et jeudi à Doha au Qatar avec les médiateurs égyptiens et qataris. Une source du mouvement a indiqué qu'une délégation de haut niveau du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya a tenu des rencontres avec des responsables égyptiens et qataris pour des négociations mercredi et jeudi à Doha. Les négociations ont été sérieuses mais n'ont débouché sur aucun progrès tangible, a dit la seconde. Sur le terrain, les forces d'occupation poursuivent aujourd'hui les raids sur les environs de la bande de Gaza depuis la violation de la trêve en mars dernier. Les forces d'occupation ont lancé une série de raids ciblant la ville de Beit Hanoun dans les forces de l'occupation israélienne poursuivent leur attaque sur la ville de Tulkarem et son camp pour le 103e jour consécutif et pour le 90e jour également consécutif sur le camp de Nour Shams. Les deux camps ont été témoins de raids sur les quartiers accompagnés de tirs vers les maisons et les véhicules, tandis que les bulldozers des forces d'occupation ont continué à démolir des maisons dans le camp de Nour Shams, ceci dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan visant à démolir 106 bâtiments dans les deux camps. Les forces d'occupation continuent également de s'emparer de maisons et d'immeubles résidentiels dans la rue de Naplouse et dans le quartier nord adjacent, les transformant en casernes militaires après avoir forcé les habitants à les évacuer. Des attaques de drones ont visé aujourd'hui Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement dans l'est du Soudan, pour le 6e jour consécutif. Des témoins ont fait état de frappes dans le nord, l'ouest et le sud de cette ville, épicentre de l'acheminement de l'aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Est où la famine sévit dans plusieurs régions. Depuis dimanche, Port-Soudan sur la mer Rouge est visé quotidiennement par des frappes de drones qui ont endommagé plusieurs sites stratégiques, dont le dernier aéroport civil opérationnel du pays, une base militaire, une station électrique et des dépôts de carburant. L'Inde et le Pakistan se sont mutuellement accusés jeudi d'avoir mené des attaques de drones, aggravant l'inquiétude d'une communauté internationale qui appelle les deux puissances nucléaires à une désescalade. Les détails dans ce commentaire.
Mercredi, les armées des deux puissances nucléaires ont échangé d'intenses tirs d'artillerie après des frappes indiennes au Pakistan, visant, selon New Delhi, le groupe qu'il accuse d'avoir commis l'attentat du 22 avril dans sa partie du Cachemire. Ces bombardements ont fait au moins 48 morts dans les deux camps, quasiment tous civils. Jeudi, après une nuit plus calme dans le Cachemire, Lahore, la grande ville pakistanaise frontalière de l'Inde, s'est réveillée au son d'explosions qui ont repris par intermittence. L'Inde a affirmé avoir neutralisé la défense aérienne qui était déployée. New Delhi assure avoir agi en réponse à une attaque nocturne de missiles et de drones pakistanais qui visaient des cibles militaires sur son sol. L'armée pakistanaise a, elle, affirmé avoir abattu jusqu'ici 25 drones de fabrication israélienne envoyés par l'Inde sur au moins 9 villes, certaines abritant des quartiers généraux militaires ou du renseignement, comme Rawalpindi, la ville jumelle d'Islamabad. Les forces armées indiennes ont visé des radars et des systèmes de défense aérienne en plusieurs endroits du Pakistan, a déclaré le ministère indien de la Défense, précisant que les installations de Lahore avaient été neutralisées. L'aviation civile pakistanaise a annoncé fermer l'aéroport de Karachi, la capitale économique, pour une bonne partie de la journée et a brièvement interrompu le trafic dans 3 autres aéroports, dont ceux d'Islamabad et de Lahore. Au même moment, le ministre indien des Affaires étrangères assurait à son homologue iranien, Abbas Araghchi, venu en médiateur, qu'il n'était pas dans l'intention de l'Inde de causer une nouvelle escalade. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a informé le président américain Donald Trump que l'Ukraine est prête pour un cessez-le-feu complet avec la Russie de 30 jours. Il a jugé qu'un cessez-le-feu devrait déboucher sur une paix durable et promis de rester engagé dans les discussions en ce sens, malgré le fait que Washington menace depuis plusieurs semaines de se désengager à défaut d'accord. Le président américain a lui menacé que la Russie comme l'Ukraine devront rendre des comptes et si le cessez-le-feu n'est pas respecté, les États-Unis et leurs partenaires imposeront d'autres sanctions. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes.